juste à 15 mètres de moi, il y a une tête énorme d'un tigre qui sort du bosquet et qui regarde à droite, qui regarde à gauche. On était vraiment devant lui, caché par un peu d'ombre et un petit buisson. Et le tigre descend dans l'eau, dans vraiment une petite flaque qui fait 15-20 cm de profondeur. Et là, il s'étale de tout son long. Et puis, il entreprend de se rafraîchir, quoi. Et il était tellement proche que je le sentais. Je sentais cette odeur particulière que je connais maintenant très bien du tigre du Bengale, qui est une odeur un peu musquée, on dirait un peu, pardonnez l'expression, mais un peu de la vieille pisse, quoi. Ça sent un peu fort. Et il était là, quoi. Je voyais sa peau, qui s'agitait quand il y avait un insecte qui venait le piquer. Je voyais ses cicatrices, j'entendais ses crocs claquer justement quand les mouches étaient trop près de sa gueule parce qu'il devait avoir mangé quelque chose et il devait avoir du sang autour de la gueule. Et j'étais complètement abasourdi, quoi. J'avais pas peur, c'était pas la peur, mais j'étais fasciné. Il était là, il était vrai. Et je pense que ce qu'il y a de plus fascinant, c'était de se dire que, j'aurais pu être 2000 ans en arrière. Cette scène, elle existait de la même façon. Il y a une intemporalité là, il y a un truc extraordinaire qui s'est passé. Et quand le tigre est parti, au bout d'une dizaine de minutes qu'il en a eu assez, qu'il s'est levé tranquillement et puis qu'il a disparu dans les feuillages, il y a eu une seule chose dans mon esprit, c'était encore. Et j'y suis encore. Chris est un bourlingueur, un routard, un voyageur, un vagabond international, comme il s'est défini quand je l'ai appelé la première fois. Il y a 20 ans, au cours d'une rando en forêt au Népal, il rencontre un tigre du Bengale, face à face. La rencontre vire à l'expérience mystique et infléchit le cours de sa vie. Il lui en faut plus. Plus de nature, plus d'animaux, plus de vivants. Mieux connaître et approcher les êtres vivants avec patience, savoir et savoir-faire. Les regarder, pas seulement les voir. Les écouter, pas seulement les entendre. Comprendre la nature, en faire enfin partie. Ne pas seulement la parcourir égoïstement en passant, en touriste. Chris fait du Népal sa base arrière. Il pose son backpack à Bardia, près du grand parc national du même nom. Il y achète un hôtel et va y travailler 20 ans comme guide animalier. Armé d'un simple bâton et surtout d'une très solide expérience accumulée au fil des années et des observations, il pratique l'approche à pied, la plus noble, la plus respectueuse, la plus enrichissante. Il permet à des milliers de curieux de rencontrer le rarissime rhinocéros unicorne, le tigre du Bengale, son animal totem sur lequel il a écrit un livre, le léopard, l'éléphant d'Asie. Au fil du temps, son œil et ses sens s'aiguisent. Il lève les yeux et dresse davantage les oreilles pendant ses approches. Il n'y en a plus que pour les grands animaux très ou trop connus. Il y a aussi par exemple les 450 espèces d'oiseaux de cette région du sud du Népal, le Terai, une plaine au climat subtropical, voisine de l'Inde, très différente en tout cas de l'Himalaya. J'ai tout de suite su que je ferais 3 épisodes avec Chris et que ce serait encore trop peu. Car après le Népal, il est devenu guide animalier en Arctique et en Antarctique, et aussi en Laponie. Ça en faisait des baleines sous les gravillons à raconter. Voici en tout cas le premier épisode, consacré aux animaux des forêts, des savanes et des marécages du Népal. Alors ouvrez les yeux, les oreilles, soyons silencieux, soyez aux aguets, et suivez le guide. Alors bonjour Chris. Bonjour Marc. Je suis ravi de t'avoir, ça fait longtemps que je t'attends. Je t'ai connu par un ami commun qui s'appelle Thomas. Vous habitez tous les deux au Népal, vous êtes 2 Français qui habitaient au Népal, donc dans les Himalayas, enfin toi un peu plus loin, on va voir ça. Donc je salue Thomas au passage, vraiment je te remercie beaucoup Thomas de m'avoir fait rencontrer Chris, et j'espère qu'on va tous se réjouir de cette rencontre aussi ceux qui nous écoutent bien sûr. Alors j'ai l'ambition avec toi Chris de faire pas moins de 3 épisodes. J'aimerais bien en faire un premier sur le Népal, où tu es resté 20 ans. Tu as un petit hôtel à côté d'un des 2 grands parcs nationaux qui s'appelle le parc de Bardia, l'autre étant Chitwan, qui est un peu plus connu peut-être. Voilà, donc on va parler de ces animaux, de ces endroits du Népal que tu connais très bien. Et puis si ça se passe bien, on part sur un 2e épisode après qui va concerner l'Arctique et l'Antarctique, où tu opères aussi en tant que guide animalier. Je t'envie beaucoup. Et là, on va parler évidemment d'une faune très différente de celle du Népal, évidemment. Et puis, 3e épisode, si tout va bien aussi, on va parler
de la Laponie, où tu vas depuis quelques années. Tu vas nous raconter ça aussi, et forcément, là, c'est les rennes, c'est d'autres animaux encore. Je précise que tu te définis toi-même comme alors je sais plus si c'est un gentleman voyageur ou un vagabond international. Je me sens très proche de toi parce que c'est ce que je suis aussi. On y reviendra. Et puis, je finirai cette petite description en disant que tu as écrit 2 bouquins. Un premier sur le tigre du Bengale, dont on va longuement parler, et puis un deuxième, plus récent, sur la Laponie. Est-ce que mes informations sont exactes ? Oui, bien sûr. En gros, elles sont exactes. Disons que le premier que j'ai écrit, c'est sur la Laponie, le premier bouquin, et le deuxième, le plus récent, donc sur le tigre du Bengale, et sur le Népal en particulier. Merci de me corriger. Tu vois, je pensais que c'était l'inverse. Ok. Comme quoi, on fait bien de vérifier à chaque fois. Alors, sans plus attendre, j'enchaîne sur le Népal, où tu as vécu 20 ans de ta vie. Je vais bientôt te donner la parole. Moi, j'y suis allé aussi une fois. Je voudrais juste rappeler 2-3, on va dire, banalités sur ce petit pays incroyable, merveilleux. Il est donc coincé entre la Chine et l'Inde. Il y a c'est un peu un pays des 4 saisons, bien qu'il soit tout petit, le Népal. C'est-à-dire qu'il y a un sud humide et tropical qui s'appelle le Terai. Et puis au nord, évidemment, il y a ce que tout le monde connaît. Il y a les montagnes, l'Himalaya, dont le fameux Sagarmatha, plus connu sous le nom d'Everest. Le nom local de l'Everest, c'est pas l'Everest, ça c'est le nom que lui ont donné les Anglais. Le nom de l'Everest, c'est le Sagarmatha. Voilà, pays de caste, les Tchétris, les Brahmanes, on va pas faire un truc anthropologique, je passe très vite. Ce qui m'a fait rire aussi au Népal, c'est que le fuseau horaire, c'est plus 5h45, c'est pas 6h, c'est pas 5h, on sait pas trop pourquoi, mais c'est 5h45, un quart d'heure bizarre de différence. Voilà, grosso modo, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire sur le Népal. Je vais te passer la parole. Je ne sais pas par quoi tu veux commencer, peut-être par nous dire comment, dans quel contexte tu es arrivé au Népal. Je suis arrivé au Népal, c'était 1994. Je faisais ce qu'on appelait à l'époque du backpacking. C'était la grande époque des backpackers. Des routards en français. Ouais, routard, voilà, c'est ça. On avait le guide du routard, enfin, pas vraiment le guide du routard. Il y avait le fameux Lonely Planet. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il n'y avait pas d'internet. Moi, j'ai connu la poste restante de cette époque-là pour envoyer des messages ou en recevoir. Et puis on partait à travers le monde, tant que nos économies nous le permettaient. Et le Népal a été une de mes premières destinations. C'est un peu un voyage dans le temps aussi, ce que tu racontes. Explique à nos plus jeunes auditeurs, auditrices, ce qu'est la poste restante. La poste restante, c'est quand on est sur la route et qu'on sait à peu près quelle destination on va aller voir. On dit à nos parents d'écrire, je sais pas moi, en Malaisie, à Kuala Lumpur, GPO, donc General Post Office, poste restante. Et on met mon nom au-dessus. Et là, il y a un service qui garde les courriers de ce type-là. Et quand je passe à cette poste principale, je vais chercher parmi les centaines de courriers celui où il y a mon nom, qui a été normalement bien classé. Et je trouve la lettre de ma maman, qui l'a écrite 3 semaines auparavant, puisque il fallait le temps que ça arrive, il fallait le temps que ça soit classé, puis il fallait le temps que je sois sur place aussi pour aller chercher la lettre. Tu nous disais que t'étais arrivé en 94 comme backpackers au Népal. Raconte-nous vite fait la suite en quelques phrases. À l'époque, on arrive au Népal, c'est pour faire un trek. Le Népal est connu pour ça. Et puis, c'est un pays qui m'a tellement enchanté parce que c'est le pays des gens les plus gentils du monde. Déjà, tous ceux qui y seront allés me diront ça. Puis c'est un pays fascinant parce que tu as commencé à le dire tout à l'heure, mais c'est un pays qui est tout petit, enclavé, mais qui est d'une grande diversité. Et une diversité à tout point de vue, que ça soit ethnique, que ça soit géographique, que ça soit aussi d'un point de vue naturaliste, puisque au nord, grosso modo, il y a des montagnes qui font 8 km de haut, et tout à fait au sud, à peu près, le pays fait au plus large 350 km, quelque chose comme ça. Donc au sud, il y a une plaine qui est, elle est pas au niveau de la mer, puisqu'il n'y a pas la mer au Népal, mais elle est à 150 mètres d'altitude. Donc il y a tout un étagement de diversité, différents écosystèmes, différentes ethnies, justement, qui en font vraiment un pays qui grouille de différences et d'intérêts. Donc c'est un pays où on ne vient jamais qu'une seule fois. C'est un pays où on revient toujours. Tu es revenu plein de fois, puis t'as fini par t'installer là-bas et t'acheter un petit hôtel près de Bardia. Voilà, donc quand on commence à voyager à mon âge, en 94... Soyons précis, t'avais quel âge en 94 ? J'avais 22 ans. D'accord. On voyage par goût de la liberté, peut-être par envie de faire pas comme les autres. Et puis on trouve des intérêts et des affinités petit à petit. Et petit à petit, j'ai trouvé l'affinité à travers mes voyages, l'affinité de la nature. C'est toujours été la nature qui m'en a toujours mis plein les yeux et plein le cœur. Et au Népal, la nature, elle est vraiment exceptionnelle. De toute façon, toute la partie ce que j'appelle le subcontinent indien, la partie entre le Népal, l'Inde, le Sri Lanka et puis tout ce qui tourne autour, c'est vraiment une faune
incroyable, une nature incroyable, une faune incroyable. Et c'est là, au Népal, que j'ai recherché mes premiers tigres. Parce qu'il y a des tigres au Népal. Je le savais pas, je l'ai appris en lisant justement les bouquins de voyage. Entre deux trekkings, un trekking s'était terminé un petit peu plus tôt que prévu, et bien il me restait du temps, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis en feuilletant les pages, ah oui, il y a un parc national où il y a des rhinocéros, où il y a des tigres, où il y a autre chose. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et jusqu'à la première rencontre qui a été une véritable expérience mystique et qui a changé le cours de ma vie. Alors, j'arrête pas de dire, raconte-nous ça en résumé, mais je voudrais quand même assez vite qu'on aborde chacun de ces animaux. Mais l'expérience mystique, voilà, qui fait que t'as acheté l'hôtel et que tu es resté là-bas. J'ai débarqué à Bardia, donc sac à dos à 4 heures du matin, puisque le bus avait 18 heures de retard. Évidemment, à l'époque, ça marchait déjà comme ça. Mauvaise route, mauvais bus, mauvais tout. Et puis le gars qui avait promis de me chercher le long de la route, il avait attendu. Donc voilà, je suis arrivé dans ces conditions-là. Et dès le lendemain, je suis parti dans cette forêt avec ce gars qui faisait peut-être une tête de moins que moi et qui était tout sec, qui devait faire 45 kilos maximum. Et il m'a emmené dans cette forêt. Et on a parcouru cette forêt de long en large. Il faisait chaud, hein, c'était déjà le mois de mars, donc il peut y avoir des journées assez chaudes. Et puis il m'avait rien expliqué. Hein. Les guides là-bas n'avaient pas franchement de formation académique. Ils en ont une de formation, mais bon. Et donc on marchait, on s'arrêtait. Il me faisait signe de faire chute, il me faisait signe de m'asseoir. Il y avait pas de communication, il y avait rien. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Il faisait chaud, ma chemise me collait à la peau et on avançait. Puis tout d'un coup, il me dit près d'un ruisseau, il dit on va s'asseoir là, puis on va déjeuner. Alors je dis enfin, alléluia. Et après le déjeuner pique-nique, je me laisse à m'allonger et puis à partir en sieste. Et là, il y a une lourde main pesante qui tombe sur mon épaule. J'ouvre les yeux sur son visage avec un doigt à travers de la bouche et qui m'invite à me relever tout doucement. Et juste à 15 mètres de moi, il y a une tête énorme d'un tigre qui sort du bosquet et qui regarde à droite, qui regarde à gauche. On était vraiment devant lui, caché par un peu d'ombre et un petit buisson. Et le tigre descend dans l'eau, dans vraiment une petite flaque qui fait 15-20 cm de profondeur. Et là, il s'étale de tout son long. Et puis, il entreprend de se rafraîchir, quoi. Et il était tellement proche que je le sentais. Je sentais cette odeur particulière que je connais maintenant très bien, du tigre du Bengale, qui est une odeur un peu musquée, on dirait un peu, pardonnez l'expression, mais un peu de la vieille pisse, quoi. Ça sent un peu fort. Et il était là, quoi. Je voyais sa peau, qui s'agitait quand il y avait un insecte qui venait le piquer. Je voyais ses cicatrices. J'entendais ses crocs claquer, justement, quand les mouches étaient trop près de sa gueule, parce qu'il devait avoir mangé quelque chose et il devait avoir du sang autour de la gueule. Et j'étais complètement abasourdi, quoi. J'avais pas peur, c'était pas la peur, mais j'étais fasciné. Il y a une fascination profonde. Il était là, il était vrai. Et je pense que ce qu'il y a de plus fascinant, c'était de se dire que, j'aurais pu être 2000 ans en arrière. Cette scène, elle existait de la même façon. Il y a une intemporalité là, il y a un truc extraordinaire qui s'est passé. Et quand le tigre est parti, au bout d'une dizaine de minutes qu'il en a eu assez, qu'il s'est levé tranquillement et puis qu'il a disparu dans les feuillages, il y a eu une seule chose dans mon esprit, c'était encore. Et j'y suis encore. Je pensais pas que tu allais déjà nous raconter quelque chose d'aussi poignant dès le départ. J'avais prévu de commencer par le rhinocéros unicorne, mais de manière évidente, on va continuer à parler du tigre. Voilà, je voudrais qu'on commence à passer en revue tous ces animaux que tu connais très bien, que tu as côtoyé pendant 20 ans là-bas dans ces parcs, donc encore une fois Chitwan et Bardia, les deux grands parcs nationaux du Népal. Je précise juste vite fait, encore une fois, parce que j'y suis allé, je vois les différences. Chitwan, c'est le plus connu, c'est le plus accessible. On y accède depuis Katmandou en 7 heures de route. En revanche, Bardia, c'est beaucoup plus sauvage et compliqué et loin. Il faut à peu près 17 heures apparemment pour y aller. En effet, les bus au Népal, tout ça, qui est malheureusement un des pays les plus pauvres du monde, c'est pas gagné. Les trajets, les routes au Népal, mais on va pas trop s'étendre là-dessus. C'est pas mon sujet, c'est pas notre sujet. Et donc, je veux bien qu'on enchaîne sur le tigre du Bengale. Je t'écoute, sachant que je voudrais qu'on parle de 5 ou 6 animaux très emblématiques. On a à peu près 35 minutes. Et donc, on va essayer de pas trop s'étendre sur cet animal sublime qu'est le tigre. Avant que tu commences, peut-être, je me suis attribué un petit peu les généralités. Je voudrais juste rappeler à ceux qui nous écoutent, voilà, le tigre du Bengale,
Panthera tigris, hein, en latin, je suis un fan d'étymologie. Voilà, il y en avait à peu près 100 000 des tigres en tout dans le monde en 1900. Il en reste 3500 aujourd'hui. Tu corrigeras éventuellement mes chiffres. Il y a 9 sous-espèces de tigres. Le plus gros, c'est le tigre de Sibérie, qui est magnifique, qui peut faire jusqu'à 300 kilos. Le plus gros jamais malheureusement tué faisait presque 400 kilos. Voilà, le plus petit, c'est le tigre de Sumatra. Je vais pas passer les 9 en revue. Parmi les 9, il y en a 3 qui sont éteintes. Le tigre de Bali, le tigre de Java et le tigre de la Caspienne sont éteints. Pour les fans de mots et de mots rigolos, il y a le ligre et le tigron. Hein, donc le ligre, c'est le rejeton d'un lion et d'une tigresse, et le tigron, c'est c'est l'hybride d'un tigre et d'une lionne. Et puis voilà, que dire de plus vite fait pour introduire le tigre, c'est que c'est le 3e plus gros prédateur du monde après l'ours Kodiak et l'ours polaire. Et je passe vite sur Shere Khan, que je voulais quand même citer. Shere Khan, hein, c'est le nom du tigre dans le livre de la jungle de Rudyard Kipling. J'imagine qu'il a bercé certaines de tes nuits. Puis il y a aussi un tigre dans Calvin et Hobbes, qui est une BD que j'aimais bien quand j'étais petit. Pardon pour cette longue introduction. La parole est évidemment à toi. Raconte-nous le tigre du Bengale, s'il te plaît. Ah, le tigre du Bengale. C'est un animal qui est fascinant, mais pas pour les raisons communes, je vais dire. C'est très étonnant, hein, mais depuis quelques années, je crois qu'il y a une chaîne Animal Planet qui chaque année fait un recensement de l'animal préféré des humains sur la Terre. Hein. Ils font une espèce de vote. Et alors je sais pas si dernièrement c'est le cas, mais très très fréquemment c'est le tigre qui gagne. C'est l'animal préféré devant le dauphin, devant le chien. C'est l'animal que les êtres humains préfèrent. Et pourtant, eh bien, c'est un animal en voie de disparition. Tu as avancé des chiffres, là aujourd'hui, 3500 tigres aujourd'hui. Je pense que personne n'en sait rien, parce que tout simplement c'est très difficile de compter des tigres. Il faut investir beaucoup d'argent pour avoir des estimations exactes. Et puis le problème du tigre aujourd'hui est très politique, puisque il y a des pays où il y en a beaucoup et qui investissent beaucoup d'argent dedans. Donc il s'agit pas de dire que tout cet argent est gâché ou ne va pas où il faut. Donc on donnera de toute façon des chiffres qui sont optimistes. Donc voilà, ça, le tigre, sa splendeur, sa force, etc. Ce sont des façons usuelles de l'aborder. Moi, ce qui m'a vraiment conquis chez le tigre, c'est le contraste qu'on peut comprendre dans sa nature. Effectivement, c'est un roi, hein, c'est un apex, c'est-à-dire c'est le sommet de la chaîne alimentaire de son milieu. Et malgré tout, malgré cette force, malgré cette allure royale, eh bien c'est un animal qui est très fragile. Il y a ce contraste entre sa force et sa fragilité, justement. Parce que finalement, moi qui fais des approches, et en particulier des approches à pied, hein, ma vraie spécialité c'est l'approche à pied du tigre du Bengale, il est assez facile à tromper, il est assez facile à approcher. Et donc, par ce fait, même pour les chasseurs, c'était pas un trophée qui était très prisé parce qu'il est assez facile à tuer par rapport à d'autres animaux. Il développe pas beaucoup d'intelligence sur son terrain parce qu'il se sent confiant. Et il est facile donc à éliminer. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Un fait et une question. Le fait que j'ai trouvé écœurant en lisant des choses sur le tigre du Bengale, c'est que je vois que au départ, le parc de Chitwan était une réserve de chasse dédiée à George V et à son fils Édouard VIII. Et au cours d'un seul safari en 1911, ces deux abrutis se sont enorgueillis d'avoir tué 39 tigres et 18 rhinocéros unicornes en un seul safari. Voilà à quoi servait au départ ce grand parc national de Chitwan. Ça, c'était le fait que je voulais rappeler au passage. Et la question que je voudrais te poser, elle est simple. Tu pars à la rencontre du tigre à pied. Je sais pas combien vous êtes, comment ça marche, tout simplement. Est-ce que tu es armé? Je suis armé d'un bâton. Quand je vais à la rencontre du tigre, je suis armé d'un bâton. Voilà. J'ai un guide qui est avec moi qui a une licence, donc qui a le droit de faire ça. Et je suis armé d'un bâton. L'approche à pied au bâton est une approche qui est très efficace, puisque à Bardia, ces dernières années, des incidents avec le tigre, je crois qu'il y en a eu 1 ou 2 depuis 20 ans. Et maintenant, apparemment, de ce que j'ai compris, hein, mes collègues africains disent aussi que de plus en plus de pays en Afrique font les approches à pied d'animaux avec des bâtons. Parce que tout simplement, il y a une idée très 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 simple derrière ça, c'est qu'un homme avec un fusil, il va se croire plus malin que ce qu'il devrait. Et donc, il va prendre des risques qu'il ne prendra pas s'il a un bâton. Quand on a un bâton, on se tient derrière les grands principes, d'éviter donc les situations potentiellement dangereuses. Tandis que quand on a un fusil, on est toujours tenté de faire un petit peu plus que ce qu'on devrait faire. Donc, avec un bâton, ça suffit très bien. Je fais ça depuis 20 ans et je suis toujours vivant. Je ne te parle pas depuis l'au-delà.
Parle-moi un peu du tigre proprement dit. Quelles sont les choses qu'on connaît mal du tigre? Et je bois toutes tes paroles. J'ai bien compris que bizarrement, c'était un prédateur un peu pâteau, un peu trop confiant, tu l'as bien dit. Quels sont les autres faits de sa biologie, de ses habitudes que tu pourrais nous apprendre aujourd'hui? Vis-à-vis de l'homme, on peut dire que c'est un animal extrêmement timide. C'est un animal qui a peur de l'homme. Le côté, on va dire, mangeur d'hommes n'arrive que lorsqu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est un désespoir pour le tigre d'aller sur l'homme. L'homme, pour lui, n'est pas sa proie. Maman tigre n'apprennent jamais à leurs petits d'aller chercher des humains. Il n'y a pas grand-chose à bouffer sur un homme. Le seul truc, c'est que ça court pas vite, ça monte pas vite aux arbres. Et qu'en désespoir de cause, quand un tigre est blessé ou qu'il est malade ou qu'il est vraiment en train de mourir, c'est la seule chose qu'il arrive à attraper. Donc ça c'est un truc, on s'imagine toujours que le côté féroce, le côté le tigre va vous suivre, il va vous chercher, il va venir vous bouffer. Ça c'est vraiment une fausse idée. Le tigre est un animal timide. Pour voir un tigre à pied dans la forêt, il faut être patient, il faut être acharné, et si le tigre pressent notre présence avant que nous pressentions la sienne, eh bien on le verra pas parce qu'il nous échappera, il se mettra pas devant nos yeux. C'est un animal qui est très prudent, il évite absolument le conflit, il évite le contact, parce qu'un conflit pour lui ça veut dire potentiellement une blessure ça veut dire potentiellement la mort. Une blessure importante qui se termine en septicémie et puis qui l'empêche de chasser pendant une semaine, c'est la mort. D'accord Chris, on arrive à peu près à mi-parcours de l'épisode, donc je me dis qu'il faut qu'on se speed un peu. J'ai oublié de dire tout à l'heure que c'était la sous-espèce la plus répandue, le tigre du Bengale. C'est celui qu'on voit le plus partout. Les autres sont beaucoup plus rares. C'est celui qui a les plus gros effectifs. C'est celui qu'on trouve du Népal à l'Inde, en passant par le Bangladesh. Voilà. Bon, après, grosso modo, le tigre d'Indochine, il n'y a pas grosse différence avec le tigre du Bengale. Il y a vraiment 3 grosses divisions à faire. Peut-être que les puristes seront choqués par mes paroles, mais il y a le tigre du Bengale, le tigre dit de Sibérie, qui est une absurdité, parce qu'il n'y a pas de tigre en Sibérie. C'est le tigre de l'Amour, le tigre qui est dans la région sud-est de la Russie, donc là où coule la rivière Amour. Et puis le tigre de Sumatra. Là, c'est vraiment 3 espèces qui sont très distinctes génétiquement. D'accord. On va enchaîner sur le rhinocéros unicorne. Donc j'ai déjà raconté l'histoire du safari. Pareil, je rappelle 2-3 petites choses sur le rhino avant de te laisser la parole. Je commence par les chiffres. Le rhinocéros unicorne, il en resterait environ 3000 dans toute la région, pas qu'au Népal. Tu me corrigeras si mes chiffres sont pas exacts. Il y a un truc dont j'aimerais bien qu'on parle avec toi, c'est qu'il en reste tellement peu que les Népalais font ce qu'on appelle de la translocation pour éviter la consanguinité entre ces gros animaux, pour faire en sorte que le pool génétique se renouvelle avec leurs petits copains de l'autre côté de la frontière en Inde, j'imagine. Les premiers rhinocéros, certains étaient dressés pour la guerre. Bon, ça, je sais pas si on aura le temps d'en parler. Et puis, je voulais quand même dire un mot général sur les rhinos. 4 espèces sur les 5 qui existent dans le monde sont en danger critique d'extinction, selon l'UICN. Tout le monde sait que la corne des rhinocéros au poids vaut plus cher que l'or ou la cocaïne. Voilà. Un tout petit espoir quand même, c'est qu'en 2010, il restait 20 000 rhinocéros et aujourd'hui, il y en a 30 000. Et je te laisse la parole. Ok. Alors, rhinocéros unicorne, voilà. Rhinocéros unicorne, donc c'est un rhinocéros asiatique. Les rhinocéros africains ont 2 cornes. Et celui-ci en a 2. Il a la taille à peu près d'un rhinocéros blanc, 2 tonnes et demie. Il peut y avoir des plus gros individus et des plus petits. Et c'est un animal qui étonne quand on le voit, parce que quand on parle du rhinocéros, on a de l'image habituelle d'un rhinocéros africain qui a la peau lisse, et le rhinocéros unicorne est un animal qui a la peau carapassonnée. Donc il a des grandes plaques qui lui couvrent le corps et qui sont articulées entre elles par des membranes de peau plissées. Et ça lui donne vraiment un aspect très particulier, ça rappelle quelque chose, on dirait, de préhistorique, un petit peu. En allemand, le nom de ce rhinocéros, c'est le Panzernashorn, ce qui veut dire le rhinocéros cuirassé. Et on voit bien l'analogie avec un char, en fait. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, on peut penser à ça. Et donc ça le caractérise, on le reconnaît du premier coup d'œil, par cette corne unique, et puis par ce côté cuirassé. C'est un animal qui vit 40 ans, qui voit très mal, par contre qui a un odorat et une ouïe absolument exceptionnel. On fait aussi des approches à pied du rhinocéros unicorne, mais donc les principes d'approche sont très différents des autres animaux, puisque autant approcher un tigre, je me fous du sens du vent parce que l'odorat du tigre est médiocre. Par contre, avec le rhinocéros unicorne, là, c'est pas du tout la même chose. Il a un odorat très très précis.
et il faut absolument l'approcher contre le vent, par exemple. Et puis c'est un animal également qui peut se mettre en colère assez facilement. Il est comme il voit mal, il se stresse assez facilement, surtout si c'est une mère qui a des petits. Et il faut quand même se méfier. Alors il charge, ça lui arrive de charger. J'ai eu des charges de rhinocéros, plusieurs, mais il va jamais charger d'un seul coup. Il va montrer beaucoup de signes de nervosité, et les gens qui se font charger et qui en meurent généralement sont des imprudents. Si on connaît bien l'animal, il y a des sons qui ne trompent pas, il y a des signes qui ne trompent pas, et en fait ça c'est quelque chose d'assez général dans le règne animal, c'est que les animaux ils aiment pas se bagarrer, ils aiment pas aller au conflit, et ils nous donnent toujours une chance de nous en sortir, toujours une chance de nous échapper avant d'aller à la bagarre. Donc là ça c'est quelque chose de très caractéristique, en particulier chez le rhinocéros unicorne. Puis il est assez facile à voir parce qu'une fois qu'il a trouvé une mare de boue, il y reste toute la journée. Parce que le plus gros problème de ces gros mammifères, ce sont les parasites. Il est complètement parasité par tout ce qu'on peut imaginer. Et tant qu'il est dans l'eau boueuse, il n'est pas attaqué. Et puis quand il sort de l'eau boueuse, son corps est recouvert de plaques de boue qui, en tombant, des fois, arrachent même ces parasites. On va poursuivre. Le temps file quand on te parle à une allure terrifiante. Est-ce qu'on a fini de parler du rhinocéros unicorne, ou est-ce que tu voudrais ajouter quelques petits faits qui seraient intéressants de connaître ? Ah non, on n'a pas fini évidemment, mais ça va peut-être prendre trop de temps. Évidemment, c'est un des animaux les plus braconnés du monde, et sa situation est catastrophique. Et même si les chiffres que tu as donnés se veulent encourageants, c'est pas bon du tout la situation du rhinocéros unicorne. Alors unicorne et les autres, tous les rhinocéros du monde aujourd'hui, les braconniers gagnent tellement d'argent avec ça qu'ils ont des moyens supérieurs à tous les gardes pour attraper ces rhinocéros. En Afrique, ils utilisent des hélicoptères, etc. Le temps que les gardes arrivent sur place, ça fait longtemps que l'hélicoptère est reparti avec les cornes. Donc ça. Et moi, au Népal, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas eu un braconnage avéré. Je dois dire que pour un pays qui est assez pauvre, ils se débrouillent plutôt bien dans la protection du rhinocéros. Mais dans mes jeunes années, j'ai vu des animaux abattus avec des armes de guerre. Ils utilisent carrément des armes automatiques. Ce pauvre animal avait 19 balles dans le corps, et il manquait juste la corde. Je continue dans mon espèce de Big Five népalais. Je vais parler du Panthera pardus, donc en français le léopard. Donc il y en a aussi en Asie, il y en a aussi au Népal. Et j'ai découvert en préparant l'émission quelque chose de très étrange qui m'a fait sourire. C'est le nom du léopard. On pensait au Moyen-Âge qu'en fait, le léopard était le produit d'une hybridation, d'un croisement entre un lion et un animal mythique qui s'appelait le pard, P-A-R-D. Et donc son nom en français vient de là, le léopard. Au Moyen-Âge, le pard, c'était une sorte de gigantesque félin tacheté. Et on pensait que le léopard, c'était en gros le produit de ce croisement-là. Comment ne pas dire un mot vite fait du mélanisme, c'est-à-dire les fameuses panthères noires. Alors c'est pas une espèce à part, c'est pas une autre espèce, tu me l'expliquerais mieux que moi. C'est-à-dire que ces bêtes-là produisent de la mélanine en excès, et donc ils sont tout noirs, comme on le sait. Léopard, star de nombreuses publicités, tout le monde se souvient de la pub du luxe Valentine, sans parler de la panthère rose. Voilà ce que je voulais dire vite fait sur nos amis léopards, je te laisse la parole. Ok, ouais, le léopard, on en a aussi à Bardia, il y en a quelques-uns. C'est un chat qui est beaucoup plus petit que le tigre du Bengale. Ça fait un gros léopard, ça fait 60 kilos. Il y a des léopards qui font plus que ça, mais en général, ça fait à peu près ça. C'est un animal qui est nocturne. On peut le voir la journée, mais c'est très exceptionnel. Il vit plutôt la nuit. Et puis, il a la particularité de très peu boire. C'est pas la peine de l'attendre au point d'eau, parce que il trouve assez pour s'hydrater dans la variété de son régime alimentaire. En fait, c'est un animal qui peut aussi bien manger des insectes que des micro-mammifères. Et puis, il va aussi manger un peu de végétation, comme un chat va se purger. Et il est assez peu aquatique. Alors, il y a bien sûr, s'il fait trop chaud, très chaud, on va le trouver des fois sur des points d'eau. Il y a des photos de léopards qui boivent, mais c'est assez rare, finalement. Et en particulier à Bardia, c'est un animal qui est problématique parce que même s'il est plus petit que le tigre, il est assez audacieux. C'est un animal qui a pas peur, en fait. Il s'introduit très souvent dans le village où il vient prélever donc des animaux domestiques, des chèvres en particulier, des chiens. Il mange les chiens. C'est un pays où les chats courent après les chiens.
Ça, c'est un très très gros problème parce que du coup, lorsqu'il y en a un qui a pas le temps de retourner dans la forêt le matin et qu'il est surpris par des humains, ça se termine généralement en un bain de sang et avec la mort de l'animal. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de solutionner par différents procédés. Notamment, moi, j'ai des touristes qui viennent dans mon hôtel et qui aident à construire des enclos pour les chèvres, pour les familles qui n'ont pas les moyens de s'en payer. Ça donne envie d'y aller dans ton hôtel. Je pense que j'irai la prochaine fois que j'irai voir Thomas. Je voudrais que tu me dises un mot de la hyène rayée. J'adore les hyènes, pour 1000 raisons qu'on détaillera dans un autre épisode. Et là-bas, il y a des hyènes rayées qui sont toutes petites par rapport à leurs cousines africaines. Ah non, elle est pas petite, la hyène rayée. En fait, elle est assez haute sur pattes. Elle est moins massive, moins robuste, moins rondouillette. Et puis surtout, par rapport à la hyène tachetée africaine, c'est un animal qui est solitaire. Alors que les hyènes tachetées sont des animaux grégaires. Ils vivent en meute. Voilà, ils vivent en meute. Sous l'autorité d'une femelle. C'est un animal qui est rare maintenant, la hyène rayée, parce que il est assez timide. Il est très très vite perturbé par tout changement dans son environnement. Et à Bardia, j'en ai jamais vu personnellement. Les observations sont excessivement rares. J'en ai vu en Inde. Il y a des endroits où il y en a un petit peu plus. Comme toutes les hyènes, il est très très injustement surnommé de charognard. C'est vrai qu'il mange des charognes, mais comme toutes les hyènes, plus de la moitié de ce qu'il mange, c'est que des choses qu'il chasse quand même. C'est assez spectaculaire parce qu'on a cette image de la hyène tachetée avec des oreilles rondes, et la hyène rayée, elle, a des oreilles pointues. Donc, quand on le voit, on a l'impression à nouveau que c'est un animal qui est mélangé entre plusieurs, mais pas du tout. Il a aussi une démarche bizarre parce qu'il a aussi ses pattes qui sont plus hautes à l'avant qu'à l'arrière. Le dos oblique typique des hyènes. J'enchaîne. Ouais. Comment ne pas dire un mot sur l'éléphant qui figure aussi sur les billets du Népal, évidemment. Il y a le rhino, il y a la panthère des neiges, il y a l'éléphant. Alors on parlera pas ici de la panthère des neiges puisqu'elle vit dans l'Himalaya avec nous, on parle des animaux du parc. Un mot vite fait sur l'éléphant. Pareil, en faisant des recherches, il y a un truc qui m'a fait vraiment sourire, c'est que 2 mathématiciens indiens ont reçu le prix Nobel en 2002 pour avoir découvert une formule qui permettait de calculer la surface S d'un éléphant indien à partir de H, sa hauteur au garrot, et de la circonférence C de son pied antérieur. Je vous passe la formule. L'éléphant marche sur ses doigts, je crois qu'on dit un digitigrade, tu me corrigeras. Il appartient à l'ordre des proboscidiens. Alors lui, c'est peut-être le moins rapide du parc, 20 km/h. Un éléphant peut physiologiquement pas sauter. C'est pas possible qu'un éléphant saute biomécaniquement, ai-je lu. La dernière anecdote qui m'a fait sourire, c'est que dans la trompe d'un éléphant qui pèse en moyenne 100 kg, il y a environ 150 000 muscles. Voilà. Peut-être que j'attends que tu me dises aussi un mot sur les ravages du tourisme, ces éléphants peintres, footballeurs, jongleurs, les éléphants travailleurs aussi à qui on fait faire du débardage. Ça date pas d'hier, il y avait les éléphants de guerre aussi d'Hannibal et d'Alexandre le Grand. Donc est-ce que tu as un mot à me dire sur les éléphants d'Asie ? Il y a plein de choses à dire sur les différenciations avec l'éléphant africain. Au-delà des clichés qui concernent juste les oreilles, l'éléphant d'Asie a des bosses sur la tête, pas l'éléphant d'Afrique. L'éléphant d'Afrique, au bout de la trompe, a 2 petites extrémités. Préhensile. Alors que l'éléphant d'Asie en a qu'un seul. C'est des animaux qui meurent généralement à cause de leurs dents, puisqu'ils changent de dents tous les, on va dire à peu près tous les 11 ans, et ils ont que 6 jeux de dents, donc ils finissent par mourir de faim parce qu'ils peuvent plus mastiquer. Après, oui, la question du traitement de l'éléphant en Asie, elle est très importante et c'est bien qu'on s'intéresse à ça, mais il y a énormément de nuances sur les traitements des éléphants suivant les pays où on est et où on va. Par exemple, au Népal, l'art entre guillemets de dresser des éléphants et d'avoir des éléphants, c'est quelque chose qui est millénaire. Ce qui est choquant dans certains pays, c'est qu'on va chercher des éléphants sauvages dans la forêt. Et pour ça, on sépare les mères des petits. Ensuite, il faut que le petit passe à travers un traitement qui est très brutal, qui s'appelle le breaking, et qui aboutit très souvent par la mort de l'animal. Au Népal, ça se passe plus comme ça, en tout cas pas avec les éléphants gouvernementaux, puisque on a des étables à éléphants. Ces étables à éléphants sont régulièrement visitées par les éléphants sauvages. À Bardia, par exemple, on n'a que des éléphants femelles, ou majoritairement des éléphants femelles. Et ces éléphants femelles, elles ont tout le temps des bébés, parce que les éléphants sauvages viennent dans les étables la nuit, et puis les éléphantes, elles sont enchaînées à leur poteau, et les mâles sauvages, ils vont voir les filles, quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, des éléphants au Népal, il y en a trop par rapport à l'usage qu'on peut en avoir, ou aux bénéfices qu'on peut en avoir. Et ces éléphants, ces bébés éléphants, ils naissent dans les étables, et les premières créatures qu'ils voient, ce sont des êtres humains. Donc on n'est plus dans la logique du breaking, en tout cas précisément au Népal.
Je ne sais pas ailleurs, je sais qu'il y a des pays d'Asie du Sud-Est où c'est pas du tout la même chose, mais au Népal, c'est comme ça. Et aujourd'hui, au Népal, il n'y a pas de débardage ou de choses comme ça, puisqu'il y a des machines qui vont dans la forêt pour exploiter la forêt ou pour s'occuper des arbres ou autres. C'est moins problématique que dans certains autres pays. Malheureusement, la nuance n'est pas faite lorsqu'on critique l'activité. Je suis pas en train de la défendre, je suis juste en train de remettre les choses justes. Moi, personnellement, j'en fais pas de l'éléphant parce que au-delà de ce traitement qui est différent avec un petit qui va naître dans une étable, effectivement, si un homme veut monter sur son dos, il va falloir qu'il lui explique que c'est lui qui commande, parce que l'éléphant, c'est un animal grégaire. C'est un animal qui automatiquement va chercher à imposer sa présence par la force. Le petit qu'on va voir qui a quelques jours et qui est très mignon, qui joue avec nous, etc., 2 mois plus tard, quand on va le revoir, il essaye de nous foutre par terre. Il a cette agressivité naturelle de dire « moi je suis plus gros que toi et maintenant c'est moi qui commande ». Donc il va falloir effectivement montrer à un moment ou à un autre une certaine autorité. Et la démonstration d'autorité peut être plus ou moins spectaculaire et donc procéder au mauvais traitement. J'invite à s'interroger sur les éléphants, c'est très bien, mais il faut s'interroger sur autre chose. Par exemple, interrogeons-nous sur aussi, moi dans ma famille on fait de l'équitation, il y a des éperons, il y a des cravaches, il y a des tornés. Est-ce que pour autant c'est pas un peu la même chose? Ce que tu dis est très juste, Chris. On a depuis longtemps dépassé le terme normal de l'émission, évidemment. On prolonge un peu. Tu as quelques phrases, 1 minute ou 2, pour me parler des autres animaux du Népal avant qu'on se dise au revoir pour cette fois-ci. Au Népal, je vais vous parler des oiseaux parce que quand on commence en tant que naturaliste, on est fasciné par les gros animaux et puis quand on les a vus des dizaines et des centaines de fois, on lève les yeux et on voit toujours un oiseau qu'on n'a jamais vu. L'ornithologie, c'est un monde infini et au Népal, on est en tout cas dans le parc de Bardia, à plus de 450 espèces d'oiseaux si on compte les migrateurs. Et il y a des espèces qui sont toutes plus fascinantes les unes que les autres. Moi, j'ai mes favoris, qui sont les martins-pêcheurs en particulier. Il y a 5 espèces de martins-pêcheurs à Bardia. Et c'est des animaux qui sont fascinants, qui sont à la fois aériens, à la fois aquatiques. Il y a aussi la famille des calaos qui est bien représentée avec le plus bel oiseau du monde pour moi qui est le calao géant, le calao bicorne. Les calaos, c'est ces oiseaux qui ont un énorme bec avec une espèce de protubérance au-dessus du bec, c'est ça? Voilà, une espèce de double bec, une corne sur le bec. À quoi ça sert d'ailleurs un si gros bec? Il y a différents usages, mais il y a de la communication qui passerait par là en particulier. Je pense qu'on sait pas trop en fait. Il y a beaucoup de questions comme ça qui sont très bonnes, mais on a beaucoup d'hypothèses. Et ça peut émettre plusieurs gammes de sons, et j'imagine qu'ils s'en servent pour communiquer entre eux, surtout dans les périodes par exemple d'amour en particulier. Très bien Chris, on va se dire au revoir, c'est la fin de ce premier épisode. Je te remercie infiniment, j'ai appris beaucoup de choses, ceux qui nous écoutent aussi. Et puis on se retrouve avec plaisir au prochain épisode pour parler cette fois-ci de l'Arctique et de l'Antarctique. Salut Chris. Salut Marc, merci. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers Roman Schaeffer et Jean Andrieux pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.